Une brève histoire du temps et des gnomes. Les gnomes sont tout petits. En général, les créatures de petite taille vivent peu. Mais peut-être vivent-elles vite. Je m'explique. Sur la planète Terre, l'éphémère adulte est un des êtres qui vit le moins longtemps. Son existence dure un seul jour. Les créatures bénéficiant de la plus grande longévité sont les pins bristlecone, qui frisent les 4700 ans. Et encore, le résultat n'est pas définitif. Dans l'affaire, les éphémères paraissent avoir tiré le mauvais numéro. Mais l'envergure effective de votre vie compte moins que sa durée subjective. Et si, du point de vue d'un éphémère, une heure semblait être un siècle entier? Peut-être les vieux éphémères, assis dans un coin, ronchonnent-ils en déplorant que la vie, à la minute actuelle, n'arrive pas à la cheville des bonnes vieilles minutes d'antan, quand le monde était jeune et frais, que le soleil brillait plus fort et que les larves avaient encore du respect pour leurs aînés. Tandis que les arbres, dont les réflexes n'ont jamais eu la réputation d'être foudroyants, ont peut-être juste le temps de remarquer que le ciel a une curieuse façon de clignoter avant d'être saisis par leurs premiers accès de pourriture sèche et de termine. C'est la relativité, en quelque sorte. Plus on vit rapidement, plus le temps s'étire. Pour un gnome, un an équivaut à 10 années de vie humaine. Souvenez-vous de ça, mais ne vous tracassez pas trop pour eux. Eux ne s'en font pas. D'ailleurs, ils ne sont pas au courant. Au commencement. Au commencement était le site. Et l'esprit d'Arnold Frère, fond 1905, se déplaçait à la surface du site et vit que le site ne manquait point de potentiel, car il se trouvait sur la grande rue. Et aux alentours, les arrêts de bus ne faisaient point défaut. Et Arnold Frère, fond 1905, dit que le grand magasin soit, et qu'il soit fait de telle sorte que nul n'ait jamais vu son semblable, qu'il s'étende en longueur de Palmer Street jusqu'aux bornes du marché aux poissons et en largeur de la grande rue jusqu'aux bornes d'Israeli Road, qu'il s'élève sur une hauteur de 5 étages plus un rez-de-chaussée, et qu'il resplendisse les ascenseurs, que règnent éternellement en sous-sol les feux de la chaufferie et que, dominant tous les autres étages, trône un service clientèle d'où tout pourra être contrôlé. Commandé, pardon. Que telle soit la volonté proclamée d'Arnold Frère, fond 1905. Nous avons tout sous un seul toit, et qu'on nomme désormais ce lieu le grand magasin d'Arnold Frère, fond 1905. Et il en fut ainsi. Et Arnold Frère, fond 1905, divisa le grand magasin en rayons, celui de la quincaillerie, celui de la corsetterie et celui des modes, et ainsi de suite, chacun selon son espèce. Et les hommes furent créés pour les remplir de tout, afin qu'on puisse dire, certes, tout se trouve bien sous un seul toit. Et ainsi parla Arnold Frère, fond 1905, que les camions soient, qu'ils soient parés de rouge et d'or, et qu'ils aillent se répandent pour que nul n'ignore qu'Arnold Frère, fond 1905, fournisseur agréé, procure tout. Que soient les grottes du Père Noël, et la quinzaine du Blanc, et les soldes d'été, et la semaine rentrée des classes, et qu'à chaque denrée soit dévolue une saison. Et en ce grand magasin vinrent les gnomes, afin d'y demeurer, pour toujours et à jamais. La nomenclature, fondation, versets 1 à 12. On y va, ça y est. Voici l'histoire du retour à la maison, l'histoire du chemin critique, l'histoire du camion qui rugit à travers la cité endormie pour débouler sur les routes de campagne, démolissant les réverbères sur son passage, zigzagant d'un trottoir à l'autre, fracassant les vitrines des magasins pour s'arrêter enfin quand la police le prit en chasse, et quand les humains stupéfaits regagnèrent leur voiture en annonçant « Hé, écoutez, vous m'entendez? Y a pas de conducteur à bord ?» Cela devint l'histoire du camion qui redémarra, abandonna les humains médusés et s'évanouit dans la nuit. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Elle n'a pas commencé là non plus. Du ciel pleuvait la tristesse et l'ennui. Il pleuvait le genre de pluie qui est bien plus mouillée que la pluie ordinaire. Celle qui tombe en grosses gouttes qui claquent, celle qui est en fait une mer verticale percée de fentes. L'averse tambourinait contre les vieux emballages de hamburgers et les cornets de frites vides dans la corbeille en grillage qui offrait à Mascline une cachette temporaire. « Regardez-le, il est trempé, il a froid, il est très inquiet.
et il mesure 10 cm de haut. En temps ordinaire, la corbeille était un bon territoire de chasse, même l'hiver. On débusquait souvent quelques frites froides dans leurs cornets et parfois un os de poulet. Une ou deux fois, il y avait eu un rat par-dessus le marché. Oh, les beaux jours, la dernière fois qu'il y avait eu un rat, ils avaient pu se nourrir pendant toute une semaine. Le problème du rat, c'est qu'au bout de 3 jours, son goût commence sérieusement à perdre de son charme. Au bout de 3 bouchées, pour être franc. Masseline scrutait le parking au camion. Le voilà qui arrivait à l'heure pile, dans une gerbe de flaques, et qui s'arrêtait dans un crissement de frein. Masseline avait observé l'arrivée du camion chaque mardi matin et jeudi matin depuis 4 semaines. Il avait soigneusement minuté les haltes du chauffeur. Il disposait de 3 minutes exactement. Pour quelqu'un de la taille d'un gnome, ça représente une bonne demi-heure. Il dévala le papier gras, émergea par le fond de la poubelle et courut vers les broussailles en bordure de parking où l'attendaient Grima et les anciens. « Il est là !» annonça-t-il. « Dépêchons-nous !» Ils se mirent debout, en gémissant et en ronchonnant. Masseline leur avait fait répéter la manœuvre des dizaines de fois. Inutile de crier, ils le savaient. Ça les irritait, ça les perturbait, et ils n'en ronchonnaient que de plus belle. Ils ronchonnaient quand il y avait des fruites froides, même si Grima les faisait réchauffer. Ils se plaignaient quand il y avait du rat au menu. Masseline avait sérieusement envisagé de les abandonner, mais il n'avait pu s'y résoudre. Ils avaient besoin de lui, ils avaient besoin de quelqu'un contre qui ronchonner. Mais qu'ils étaient donc lents! Masseline crut qu'il allait éclater en sanglots. Il préféra se tourner vers Grima. « Allez, allez, bouscule-les un peu, je ne sais pas, moi, ils ne bougeront jamais. » Elle lui tapota la main. « Ils ont peur, » lui dit-elle. « Vas-y, je te les amène. » Il n'était plus temps de discuter. Masseline traversa en courant la surface boueuse du parking en décrochant de son épaule la corde et le grappin. Le crochet lui avait demandé 1 semaine de travail, à partir d'un bout de fil de fer prélevé sur un grillage, et il avait consacré des jours à s'entraîner. Il le faisait déjà tournoyer à hauteur de sa tête, quand il atteignit la roue du camion. Le crochet se planta dans la bâche au-dessus de lui à la 2e tentative. Masseline éprouva la solidité de la prise par 2 ou 3 secousses sèches, puis ses pieds cherchant un appui sur la surface du pneu. Il gravit le filin. Il l'avait déjà fait, 3 ou 4 fois. Il plongea sous la lourde bâche et dans l'obscurité qui s'en étendait au-delà, halant le filin et l'arrimant le plus solidement possible à une corde aussi large que son bras. Puis il regagna le bord en rampant, et, heureusement, Grima était bien en train de cornaquer les anciens à travers l'esplanade de gravier. Il pouvait les entendre se plaindre des flaques. Masseline trépignait d'impatience. Il sembla que des heures s'écoulaient. Il leur avait tout expliqué des millions de fois, mais quand ils étaient jeunes, on n'avait jamais chargé les gens à l'arrière de camions, et ils ne voyaient pas pour quelle raison ils auraient dû commencer. La vieille Mémé Morky insista pour que tous les hommes détournent le regard afin, par exemple, de ne pas lorgner sous ses jupes. Et le vieux Taurite geignit tant et si bien qu'on dut le faire redescendre pour que Grima lui bande les yeux. La situation s'améliora un peu quand Masseline eut fait monter quelques personnes qui purent le seconder avec la corde. Mais le temps commençait à manquer. Il fit grimper Grima en dernier. Elle était très légère. Tout le monde pesait peu, à vrai dire. Ce n'était pas tous les jours qu'on mangeait du rat. Étonnant. Le groupe entier était à bord. Pendant la durée de l'opération, Masseline avait gardé l'oreille dressée et guetté un bruit de pas sur le gravier, le claquement de la portière du chauffeur. Il n'avait rien entendu. « Parfait !» conclut-il, en tremblant encore de l'effort fourni. « C'est réglé. Maintenant, si on a le... »« J'ai fait tomber le truc !» déclara le vieux Taurite. « Le truc ? Je l'ai laissé tomber, tu vois donc pas ? Il m'a échappé quand j'étais à côté de la roue, pendant que Grima me bandait les yeux. Allez, va le chercher, gamin !» Masseline le contempla avec horreur. Puis il sortit la tête de sous la bâche et oui, il le vit tout en bas. Un minuscule cube noir par terre. Le truc. Il reposait dans une flaque, mais cela ne l'endommagerait pas. Rien ne pouvait abîmer le truc. Ça ne brûlait même pas.
Soudain, il entendit un bruit de pas lent sur le gravier. « On n'a pas le temps !» souffla-t-il. « On n'a vraiment plus le temps !»« On ne peut pas partir sans !» protesta Grima. « Mais si, bien sûr, c'est juste un truc. On n'aura pas besoin de cette bêtise-là où on va. » Il se sentit coupable dès qu'il eut prononcé ces mots, étonné que ses lèvres aient osé proférer de telles paroles. Grima paraissait horrifié, mais Morky se redressa de toute sa taille en tremblotant. « Puisses-tu être pardonné !» aboya-t-elle. « Quelle horreur de dire ça ! Allez, dis-lui, Torite !» Elle décocha à Torite un coup de coude dans les côtes. « Si on n'emporte pas le truc, eh ben moi, je pars pas non plus, » bougonna Torite. « C'est pas... T'entends ? C'est ton chef qui te parle, » coupa Mémé Morky. « Alors fais ce qu'on te dit. Le laisser derrière nous ? Non, mais des fois, ce serait honteux. Ça se fait pas des choses comme ça. Alors descends, va le chercher tout de suite. » Masseline regarda les flaques de boue sans mot dire, puis, avec un élan de désespéré, il jeta le filin par-dessus bord et s'y laissa glisser. La pluie avait redoublé et un soupçon de grésil s'y mêlait. Le vent le gifla durant sa descente, à flanc de pneu, et lors de son atterrissage brutal dans la flaque. Il tendit la main, ramassa le truc. Et le camion commença à s'ébranler. D'abord, ce fut un rugissement, si puissant qu'il quittait le domaine de l'audible pour devenir tangible, comme un mur de bruit. Puis il y eut une décharge d'air nauséabond, et une vibration fit trembler le sol. Masseline donna une secousse sèche sur le filin et cria qu'on le hisse, mais il s'aperçut que lui-même ne s'entendait plus. Heureusement, quelqu'un, Grima sans doute, dut comprendre ce qu'il fallait faire parce que juste au moment où l'immense roue se mettait à tourner, le filin se tendit et Masseline se sentit soulevé de terre. Il rebondit, oscilla comme un pendule tandis qu'on le halait, avec une douloureuse lenteur, le long du pneu qui tournoyait à quelques centimètres de lui. Flou, noir, glacé. Le martèlement continuait de résonner sous son crâne pendant tout ce temps. « Je n'ai pas peur, » se répéta-t-il. « Je n'ai jamais rien vécu de pire, mais ça ne me fait pas peur. C'est trop horrible pour être effrayant. » Il avait l'impression de se trouver dans un cocon minuscule et chaud, isolé du bruit et du vent. « Je vais mourir, songea-t-il. Et mourir bêtement, à cause de ce truc qui n'a jamais rien fait pour nous. Ce simple morceau d'on ne sait quoi. Voilà, je vais mourir et monter aux cieux. Je me demande si le vieux Torite a raison sur ce qui se passe après qu'on est mort. Ça paraît un peu excessif de devoir mourir pour être fixé. J'ai inspecté le ciel chaque soir depuis des années, et je n'y ai jamais aperçu le moindre gnome. » Mais c'était sans importance. Des considérations extérieures à sa personne, sans réalité. Des mains jaillirent pour l'attraper, le saisir par les aisselles et le tirer dans l'espace bruyant sous la bâche. Après quelques difficultés, on desserra sa prise crispée sur le truc. Derrière le camion lancé à pleine vitesse, de nouvelles draperies de pluie grise s'étalaient sur les champs désolés. Et dans toute la région, il n'y eut plus de gnomes. Il y en avait eu de grands nombres, en un temps où la pluie semblait moins fréquente. Masseline se souvenait d'en avoir vu au moins une quarantaine. Et puis la voie rapide était arrivée, on avait canalisé le ruisseau dans des tuyaux souterrains et arraché les haies voisines. Les gnomes avaient toujours trouvé refuge dans les coins de ce monde. Brusquement, les coins avaient presque tous disparu. Les rangs des gnomes commencèrent à se clairsemer. Les causes naturelles avaient été responsables d'une grosse partie des pertes. Quand on mesure 10 cm, les causes naturelles regroupent tout ce qui a des crocs, de la vitesse et un solide appétit. Et puis, une nuit, Pyrrhus, certainement le plus aventureux d'entre eux tous, avait lancé une expédition de la dernière chance vers l'autre côté de la voie rapide, pour explorer les bois d'en face. Personne n'était jamais revenu. Pour certains, c'était la faute des buses. Pour d'autres, d'un camion. Un troisième groupe prétendait même qu'ils étaient parvenus à mi-chemin et qu'ils étaient désormais prisonniers du terre-plein central, entre deux interminables files de bolides. Ensuite, on avait construit le café en bordure d'autoroute, un peu plus loin. La situation s'était quelque peu améliorée. Du moins, selon la vision qu'on avait des choses. Si on considérait des frites froides abandonnées et des miettes de poulet gris comme de la nourriture, alors tout le monde avait suffisamment à manger.
Et puis le printemps était arrivé. Masseline regarda autour de lui et découvrit qu'il n'était plus que 10, dont 8 trop vieux pour se mouvoir aisément. Le vieux Taurite avait presque 10 ans. Ils avaient vécu un été épouvantable. Grima avait chargé ceux qui en étaient encore Grima avait chargé ceux qui en étaient encore capables de raids nocturnes sur les poubelles, et Masseline s'était risqué à chasser. Chasser tout seul, c'était mourir un peu à chaque sortie. Le gibier, en général, vous considérez aussi comme du gibier. Et même quand vous aviez de la chance et que vous tuiez quelque chose, comment vouliez-vous rapporter votre proie à la maison? Le rat avait exigé 2 jours d'effort, y compris les périodes de retranchement nocturne, passées à repousser les attaques d'autres bestioles. Avec 10 chasseurs valides, on pouvait entreprendre ce qu'on voulait. Piller les ruches, piéger des souris, capturer des taupes, n'importe quoi. Mais un chasseur tout seul, sans personne pour surveiller ses arrières dans les herbes hautes, devenait simplement le prochain plat sur le menu de toute créature dotée de griffes ou de serres. Pour trouver assez à manger, il fallait beaucoup de chasseurs en pleine forme. Mais pour avoir beaucoup de chasseurs en pleine forme, il fallait manger suffisamment. « Ça ira mieux cet automne, lui avait dit Grima en lui bandant le bras qu'un blaireau avait mordu. Il y aura des champignons, des baies sauvages, des noisettes, de tout. En fait, il n'y avait pas eu de champignons. Et il avait tant plu que la plupart des baies avaient pourri sur pied avant que de mûrir. Mais les noisettes n'avaient pas manqué. Le plus proche noisetier se trouvait à une demi-journée de marche. Masseline pouvait transporter une 12aine de noisettes s'il les décortiquait et qu'il les traînait dans un sac en papier récupéré dans la poubelle. Le trajet demandait 1 journée, sous la menace perpétuelle des buses, et la nourriture ainsi obtenue ne durait pas plus d'1 jour. C'est alors que les pluies avaient provoqué un effondrement à l'arrière du terrier. Sortir était presque devenu un plaisir. Ça valait mieux que d'entendre tout le monde ronchonner qu'il ne faisait pas les réparations qui s'imposaient. Oh, et il y avait eu l'histoire du feu aussi. On devait entretenir un foyer à l'entrée du terrier, tant pour faire la cuisine que pour éloigner les rôdeurs nocturnes. Mémé Morky s'était endormie une nuit et l'avait laissé s'éteindre. Elle avait quand même eu la bonne grâce d'en être contrite. En revenant cette nuit-là, Masseline considéra un long moment le tas de cendres froides, avant de planter son épieu en terre et d'éclater de rire. Mais de rire, jusqu'à ce qu'il en pleure. Il ne pouvait plus regarder personne en face. Il dut sortir s'asseoir, et Grima finit par lui apporter du thé d'ortie dans une noisette. Du thé d'ortie froid. « Ils sont tous très embêtés, » risqua-t-elle. Masseline eut un rire qui sonnait creux. « Oh oui, je m'en doute, je les ai entendus. Ramène-moi donc un mégot, gamin, j'ai plus de tabac. Et puis, on ne mange plus de poissons ces temps-ci, tu pourrais aller faire un petit tour à la rivière. Et moi, vous autres les jeunes, vous ne pensez qu'à vous. De mon temps... » « Ils font de leur mieux, » répondit Grima avec un soupir, « mais ils ne comprennent pas la situation. Nous étions des centaines quand ils étaient jeunes. »« Ça va prendre des jours pour faire repartir ce feu, » répondit Masseline. Il possédait un verre de lunettes. Il ne fonctionnait que par les journées très ensoleillées. Masseline tapotait distraitement des pieds dans la boue. « J'en ai assez, » finit-il par dire d'une voix calme. « Je m'en vais. »« Mais nous avons besoin de toi ?»« Moi aussi, j'ai besoin de moi. Franchement, tu crois que c'est une vie pour moi ? Mais si tu t'en vas, ils vont mourir. »« Ils mourront même si je reste. C'est méchant de dire ça. Mais c'est la vérité. Tout le monde mourra un jour, même nous. Regarde-toi, tu passes ton temps à faire la lessive, le ménage, la cuisine, et à leur courir après. Et tu as presque 3 ans. Il serait temps que tu vives ta vie. »« Mais Mémé Morky s'est bien occupée de moi quand j'étais petite, » répondit Grima comme pour se justifier. « Toi aussi tu seras vieux un jour. »« Tu crois ? Et qui s'usera les doigts à travailler pour moi ?» Masseline sentait la colère monter en lui, de façon irrépressible. Il avait raison, il en était persuadé. Mais il se sentait quand même en tort.
ce qui rendait sa position détestable. Il avait longtemps réfléchi à tout cela, et ses ruminations le laissaient toujours furieux, mal à l'aise. Les malins, les téméraires, les braves, tous étaient partis depuis longtemps, d'une façon ou d'une autre. « Bon vieux Masseline, avait-il dit, solide gaillard, surveille les anciens, on sera de retour avant que tu aies le temps de dire ouf, dès qu'on aura trouvé un endroit meilleur. » Et chaque fois que ce bon vieux Masseline y repensait, il leur en voulait d'être parti. Il s'en voulait d'être resté. Il cédait toujours, voilà son problème, il le savait bien. En dépit de toutes ses belles résolutions, il optait toujours pour la facilité. Grima le regardait d'un air furibond. Il haussa les épaules. « D'accord, d'accord, ils viendront avec nous, dit-il. Ils ne voudront pas, tu le sais. Ils sont trop vieux. Ils ont tous grandi par ici. Ils s'y plaisent. » « Ils s'y plaisent parce qu'on est là tous les deux à leur service, marmonna Masseline. Ils abandonnèrent le sujet. Au menu ce soir-là, il y avait des noisettes. Celle de Masseline était rongée par un ver. Après manger, il sortit et s'assit au sommet du talus, le menton dans les mains, et contempla encore une fois la voie rapide. C'était un fleuve de lueurs blanches et rouges. À l'intérieur de ces caisses, des humains menaient les affaires mystérieuses qui peuvent bien occuper des humains. En tout cas, ils étaient perpétuellement pressés de s'y adonner. Masseline était prêt à parier qu'ils ne mangeaient pas de rats, eux. Les humains avaient vraiment la belle vie. Ils étaient gros et lents, mais ils n'étaient pas obligés de vivre dans des terriers humides ou d'attendre que de vieilles gâteuses laissent le feu s'éteindre. Ils n'avaient jamais de verre dans leur thé. Ils allaient où bon leur semblait, ils faisaient ce qui leur chantait. Le monde était à eux. Et à longueur de nuit, ils allaient et venaient à bord de leur petit camion illuminé. Ils ne dormaient donc jamais? Il devait y en avoir des centaines. Il avait rêvé de partir dans un de ces camions qui s'arrêtaient souvent au café. Rien de plus facile, enfin tout est relatif, que de s'introduire à bord. Ils étaient tout propres, tout luisants. Ils devaient bien aller quelque part qui valait mieux qu'ici. Et puis, tout compte fait, quel choix restait-il? Les gnomes ne passeraient pas l'hiver s'ils demeuraient ici. Quant à se lancer à pied à travers champs, avec le mauvais temps qui s'annonçait, mieux valait ne pas y songer. Il ne mettrait jamais son idée à exécution. Bien entendu, on ne passe jamais à l'action en définitive. On se contente de rêver, en suivant des yeux les lumières suintantes. Et au-dessus de ces clartés filantes, les étoiles. D'après Taurite, les étoiles étaient très importantes. En cet instant précis, Masseline ne partageait pas ce point de vue. Ça ne se mangeait pas. Ça n'éclairait même pas correctement. Les étoiles ne servent pas à grand-chose quand on y réfléchit bien. Quelqu'un poussa un hurlement. Le cœur de Masseline se remit debout avant même que son cerveau ait envisagé de le faire, et il se hâta en silence à travers les maigres fourrés en direction du terrier. Là, la tête entièrement enfoncée sous la terre et la queue en panache s'agitant frénétiquement vers les étoiles, se trouvait un renard. Masseline le reconnut. Il lui avait déjà échappé de justesse à plusieurs reprises. Quelque part sous le crâne de Masseline, la zone qui était réellement lui, une zone qui attirait les sarcasmes du vieux Taurite plus souvent qu'à son tour, fut horrifiée de le voir s'emparer de son épieu, encore fiché en terre à l'endroit où il l'avait abandonné, et en frapper de toutes ses forces une patte arrière du renard. On entendit un jappement étouffé et l'animal se dégagea en reculant tant bien que mal, pour tourner un masque mauvais et écumant contre son bourreau. Deux yeux jaunes et brillants se fixèrent sur Masseline qui s'appuya sur son épieu, le souffle court. C'était un de ces moments où le temps semble couler au ralenti, où tout prend soudain un aspect plus réel. Lorsqu'on sait qu'on va mourir, les sens passent probablement en surmultiplié pour amasser le plus de détails possible, tant que c'est encore faisable. Sur le museau de la créature, on distinguait des taches de sang. Masseline sentit la fureur monter en lui. Elle se dilata comme une énorme bulle. Il ne possédait pas grand-chose, et ce sale monstre venait encore prendre le peu qu'il avait. Quand il vit sortir la langue rouge, il sut qu'il n'avait que deux options. Fuir ou mourir. Et donc, il attaqua. L'épieu quitta sa main comme un oiseau prend son essor, frappant le renard à la lèvre. La bête cria et se frotta la blessure avec la patte.
Masseline se mit à courir comme un fou, traversa la surface de terre battue, mue par la rage, et bondit, empoigna par paquet la fourrure rousse et malodorante, se hissa le long du flanc du renard pour se retrouver à cheval sur sa nuque, tira son couteau de pierre et frappa sur tout ce qu'il est de travers en ce monde. Le renard poussa un nouveau cri et détala. S'il avait été capable de réfléchir à ce moment-là, Masseline aurait compris que son couteau n'avait guère d'autre effet que d'exciter la créature. Mais cette dernière n'avait pas l'habitude de voir ses repas se rebiffer avec une telle rage et ne songeait qu'à une chose, la fuite. Elle gravit le talus, puis le dévala à pleine allure, en direction des lumières de la voie rapide. Masseline retrouva ses capacités de réflexion. Le grondement de la circulation lui emplit les oreilles. Il lâcha prise et se jeta dans les hautes herbes, tandis que la créature s'élançait sur l'asphalte. Masseline atterrit lourdement et fit quelques roulés-boulés, le souffle coupé. Mais il se souvenait de ce qui s'était passé ensuite. La mémoire lui en resta longtemps. Bien après qu'il eût vu tant de choses tellement plus extraordinaires qu'elles auraient dû monopoliser tout l'espace disponible. Le renard, aussi figé qu'une statue dans la clarté des phares, lança un feulement de défi tout en tentant de faire baisser les yeux à 10 tonnes de métal lancées sur lui à 120 km/h. Il y eut un choc, un chuintement, le noir. Masseline resta longtemps, couché face contre terre, dans la fraîcheur de la mousse. Puis, redoutant ce qu'il allait découvrir, faisant de son mieux pour ne rien imaginer, il se remit debout et rentra vers ce qui restait de son foyer. Grima attendait à l'entrée du terrier, brandissant une branchette en guise de gourdin. Elle pivota et faillit fracasser le crâne de Masseline quand il émergea des ténèbres en titubant pour s'adosser contre le talus. D'une main lasse, il écarta la branchette. « On ne savait pas où tu étais, » dit-elle d'une voix proche de l'hystérie. « On a juste entendu du bruit, il était là, tu aurais dû être avec nous, il a attrapé M. Merthe et Miss Coombe, et il a gratté avec ses pattes pour... » Elle s'interrompit et sembla se ratatiner. « Oui, merci, » répondit Masseline glaciale. « Je vais très bien, c'est bien aimable à toi. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Il l'ignora, s'enfonça dans les ténèbres du terrier et se coucha. En sombrant dans un sommeil profond et froid, il entendit les chuchotements des anciens. « J'aurais dû être là, pensa-t-il. Il compte sur moi. On va s'en aller, tous ensemble. » L'idée lui avait paru bonne à ce moment-là. Maintenant, la situation n'était plus la même. Pour l'heure, les gnomes étaient regroupés à un bout du grand volume noir qui occupait l'intérieur du camion. Ils gardaient le silence. Ils n'avaient pas la place de faire du bruit. Le grondement du camion emplissait tout l'espace disponible, d'un bord à l'autre. Parfois, il hésitait avant de reprendre. À l'occasion, un chaos secouait tout le véhicule. Grima vint rejoindre Masseline en rampant sur le plancher tressautant. « Ça va reprendre combien de temps pour arriver ?» s'enquit-elle. « Pour arriver où ?» demanda Masseline. « À l'endroit où on va ?»« J'en sais rien. Parce que... c'est qu'ils ont faim. » Ils avaient perpétuellement faim. Masseline considéra d'un œil désespéré le groupe des anciens. Un ou deux l'observaient avec une évidente expectative. « Je n'y peux rien, moi, » répondit-il. « Moi aussi j'ai faim, mais il n'y a rien, le camion est vide. » Mais Memorki est très contrariée quand elles ne se tinrent pas. Masseline lança à Grima un long regard atone. Puis il alla rejoindre le groupe en rampant et s'assit entre Torite et la vieille femme. Il s'aperçut soudain qu'il n'avait jamais discuté avec eux. Quand il était petit, c'étaient des géants qui échappaient à la sphère de son univers. Plus tard, il avait fait partie du groupe des chasseurs, et il avait passé l'année qui venait de s'écouler à courir après la nourriture ou un sommeil réparateur. Mais il savait pourquoi Torite était le chef de la tribu. Rien de plus normal, c'était leur doyen. La charge de chef revenait toujours au doyen d'âge pour parer à toute dispute. Pas à la doyenne, évidemment. Tout le monde savait qu'une telle notion était absurde. Mais Memorki elle-même était inflexible sur ce sujet. Ce qui était un peu bizarre parce qu'elle traitait Torite comme un vieux fou et qu'il ne prenait jamais de décision sans lui jeter auparavant un petit coup d'œil entier. Masseline poussa un soupir en contemplant ses genoux. « Écoutez, je ne sais pas combien de temps. »« T'inquiète pas pour moi, mon petit, » interrompit Memorki qui semblait s'être bien remise. « C'est plutôt palpitant tout ça, non ?»« Mais ça va peut-être prendre un temps infini. »
Je ne me doutais pas que ça durerait si longtemps. C'était une idée idiote. Elle le tapota d'un doigt osseux. Jeune homme, j'ai connu le grand hiver de 86, un véritable enfer. Alors, sur le chapitre de la fin, tu ne m'apprendras plus rien. Grima est gentille, mais elle se tracasse toujours beaucoup trop. Mais je ne sais même pas où on va, explosa Masseline. Je vous demande pardon. Torit, assis avec le truc sur ses genoux pointus, le considéra avec un regard de myope. On a le truc, dit-il. Il nous indiquera le chemin, comme il l'a toujours fait. Masseline hocha la tête d'un air lugubre. Curieux, comme Torit connaissait toujours la volonté du truc. Pour un simple objet noir et cubique, le truc avait des opinions bien arrêtées sur l'importance de faire des repas réguliers et de toujours écouter ce que disent les anciens. Il semblait avoir réponse à tout. « Et ce chemin-ci, où est-ce qu'il nous conduit » demanda Masseline. « Tu le sais très bien, aux cieux. »« Oh, suis-je bête ?» Masseline décocha au truc un regard mauvais. L'objet ne racontait rien du tout au vieux Torit, il en aurait juré. Bien qu'ayant l'ouïe plutôt fine, il n'avait jamais rien entendu. Ça ne disait rien, ça ne bougeait pas, ça ne savait faire qu'une seule chose, avoir l'air noir et cubique. Pour ça, le truc était très fort. Ce n'est qu'en suivant scrupuleusement le truc en tout point qu'on sera sûr d'aller aux cieux, déclara Torit sur un ton mal assuré, comme si on lui avait répété la même chose il y a très longtemps, et que, même à l'époque, il n'avait pas tout compris. Oui, d'accord, répondit Masseline. Il se remit debout sur le plancher mouvant et alla jusqu'à la bâche. Là, il s'arrêta un instant pour prendre son courage à deux mains, puis il passa la tête par l'interstice. Il ne vit rien que des formes floues et des lumières que baignaient des odeurs bizarres. Rien ne se passait comme il aurait fallu. L'idée avait semblé tellement raisonnable en cette nuit d'il y a une semaine. Tout plutôt que de rester sur place. L'évidence était alors patente. Cependant, curieux quand même. Les anciens ne se gênaient pas pour ronchonner quand les choses n'allaient pas selon leur goût. Pourtant, en ce moment où tout semblait mal engagé, ils paraissaient presque guillerés. Les gens sont beaucoup plus compliqués qu'on ne le croit. Peut-être le truc était-il capable d'énoncer ce genre de pensée profonde quand on savait l'interroger. Le camion tourna, poursuivit sa course en descendant dans les ténèbres, et soudain, sans crier en gare, stoppa. Masseline se retrouva en train de contempler un immense espace éclairé, rempli de camions et d'humains. Il rentra prestement la tête à couvert, et fila retrouver Torit. Oui, mon petit gars. Le ciel? Les humains y vont aussi? Le vieux gnome secoua la tête. Les cieux, dit-il. Il n'y en a pas qu'un, tu comprends? Et seuls les gnomes y vont. T'en es bien sûr? Oh que oui, sourit Torit radieux. Oh, certes, ils ont peut-être leurs cieux à eux, j'en jurerai pas. Mais c'est pas les mêmes que les nôtres. Ça fait pas un pli. Ah bon? Torit considéra à nouveau le truc. On s'est arrêté, remarqua-t-il. Où on est? Masseline plongea son regard las dans les ténèbres. Je crois que je ferais bien d'aller voir. Dehors retentirent des coups de sifflet et le lointain tonnerre de conversation humaine. Les lumières s'éteignirent. On entendit un fracas, suivi par un claquement, et le silence régna. Au bout d'un moment, l'arrière d'un des camions silencieux fut le théâtre d'un léger remue-ménage. Une longueur de cordage pas plus épaisse que du fil tomba jusqu'au sol maculé d'huile. 1 minute s'écoula. Puis, descendant en rappel avec beaucoup de précaution, une petite silhouette massive descendit et se laissa tomber sur le sol. Elle resta immobile, solide, comme un roc, pendant quelques secondes après son atterrissage, ne bougeant que ses yeux. Elle n'était pas complètement humaine. Le nombre de bras et de jambes correspondait bien à la norme, les options genre yeux et autres se situaient aux emplacements traditionnels, mais la silhouette vêtue de peau de souris qui se mouvait, maintenant sur le sol noyé d'ombre,
ressemblait à une armoire normande à pattes. Les gnomes sont si rablés qu'un lutteur de sumo paraîtrait rachitique en comparaison. À la démarche de celui-ci, on avait l'impression qu'il était plus coriace que du vieux cuir. Masklin était en fait littéralement mort de peur. Il ne reconnaissait rien autour de lui, à part l'odeur d'essence, qu'il avait appris à associer à la présence d'humains et, surtout, à celle de camions. Dorit lui avait expliqué avec hauteur que les sens étaient une eau inflammable que buvaient les camions. C'est à ce moment-là que Masklin avait compris que le vieux gnome avait complètement perdu les pédales. C'était une évidence, l'eau ne brûle pas. L'endroit était incompréhensible. D'immenses boîtes se dressaient tout autour de lui. Il y avait de grands morceaux de métal qui semblaient fabriqués. Le ciel humain, sans erreur possible. Les humains raffolaient du métal. Masklin contourna un mégot avec prudence. Il faudrait penser à le ramener pour Dorit. Il y avait d'autres camions en ce lieu, tous silencieux. Masklin conclut qu'ils étaient tombés sur un nid. Il en déduisit qu'on ne devait pas y trouver d'autre nourriture que les sens. Il se détendit un peu et entreprit de fouiner sous un banc dressé contre un mur, un banc de la taille d'une maison. Il y trouva des amas de vieux papiers et, guidé par une odeur qui était en cet endroit plus forte que l'essence, il découvrit tout un trognon de pommes. La pulpe commençait à brunir, mais ça restait une belle trouvaille. Il le chargea sur son épaule et fit demi-tour. Un rat le considérait d'un air pensif. C'était un rat nettement plus gros, plus lustré que les créatures qui se disputaient aux gnomes les détritus de la poubelle. L'animal se laissa tomber à quatre pattes et trottina vers Masklin. Masklin se retrouva aussitôt en pays de connaissances. Ses formes noires et gigantesques, ses boîtes et ses odeurs abominables le laissaient perplexe. Mais un rat, il savait ce que c'était et comment le traiter. Il lâcha le trognon, amena lentement, soigneusement, son épieu en position. Visa un point situé juste entre les deux yeux de la créature. Deux choses se passèrent simultanément. Masklin s'aperçut que le rat portait un petit collier rouge, et une voix lança « Ne fais pas ça! J'ai mis longtemps à le dresser! Bonnes affaires! Mais d'où tu sors, toi ?» Le nouveau venu était un gnome. Du moins, tout pensait Masklin à le croire. Sa taille, sa démarche. Mais ses vêtements... Quand on est un gnome sensé, la couleur de base de toute garde-robe est le boueux. Rien de plus logique. Grima connaissait 50 façons d'extraire la teinture des plantes et toutes fournissaient une couleur qui, quand on allait bien au fond des choses, était du boueux. Parfois, du boueux jaune ou du boueux brun. Et même du boueux verdâtre. Mais bon, ça restait du boueux. Parce qu'un gnome qui va se promener vêtu d'une joyeuse livrée de bleu et de rouge éclatant a une espérance de vie d'environ une demi-heure avant de connaître un destin digestif. Mais ce gnome-ci ressemblait à un arc-en-ciel. Il portait une parure chamarrée de tissu, beau comme un sac de chips, une ceinture cloutée de bouts de verre, des bottes en cuir véritable et un chapeau surmonté d'une plume. En parlant, il faisait machinalement claquer contre sa cuisse une lanière de cuir qui se révéla être la laisse du rat. « Eh bien » lança-t-il, « réponds !»« Je descends du camion, » répondit brièvement Masklin en surveillant le rat. La bestiole arrêta de se gratter l'oreille, lui jeta un coup d'œil avant d'aller chercher refuge derrière son maître. « Qu'est-ce que vous faisiez là-dedans ? Allez, réponds !» Masklin se redressa. « Nous voyagions, » répondit-il. Le gnome lui jeta un regard noir. « Voyager ? C'est quoi ? » ?»« On se déplace, vous savez, quitter un endroit pour aller dans un autre. » Cette réponse sembla produire un effet étrange sur l'inconnu. Sans devenir vraiment poli, il adoucit le ton de sa voix. « Essaierais-tu de prétendre que tu viens du dehors ? » ?»« Exactement. »« Mais c'est impossible !» »« Ah bon ?» Masklin commençait à s'inquiéter. « Il n'y a rien dehors !» insista l'étranger. « Ah bon ? Ben, c'est pourtant bien de là qu'on vient, apparemment. Y a un problème ? » ?»« Tu veux dire de dehors pour de bon ?» fit le gnome en s'approchant à petits pas. « Ben oui, je crois.
On n'y a jamais beaucoup réfléchi, hein. Où est-ce qu'on se trouve? Ça ressemble à quoi? Quoi? Dehors? Ça ressemble à quoi? Masseline resta perplexe. Ben, c'est plutôt grand. Et puis, il y a du dehors partout. Et puis, avec, tu sais, des machins. C'est vrai que le plafond est si haut qu'on ne le voit même pas? Demanda le gnome qui apparemment ne tenait plus en place à force d'excitation. Ben, je ne sais pas, c'est quoi un plafond? Ça, répondit le gnome en levant le doigt vers un toit fait de poutrelles et d'ombre. Oh, je n'ai jamais rien vu de ce genre, hein. Dehors, c'est bleu ou gris avec des machins blancs qui flottent dedans. Et les murs sont très très écartés, il y a une sorte de moquette verte qui porte sur le sol? Demanda le gnome en dansant d'un pied sur l'autre. Je sais pas, répondit Masseline de plus en plus massifié. C'est quoi la moquette? Oh bon sang! Le gnome parut se reprendre et tendit une main tremblante. Je me nomme Angalo de Mercury. Ah, mais bien sûr, ça ne signifie rien pour vous. Et voici Bobo. Le rat parut esquisser un sourire. Masseline n'avait jamais vu personne donner un nom à un rat. À part repas. Peut-être, quand on y est obligé. Moi, c'est Masseline. Je peux faire descendre les autres? Le voyage a été long. Oh bon sang, bien sûr! Tous venus de dehors? Mon père ne me croira jamais. Excusez-moi, je ne comprends pas. Qu'y a-t-il de si étonnant? Nous étions dehors. Maintenant, on est dedans. Angalo l'ignora. Il contemplait les autres qui descendaient le filin en ronchonnant à cause de leur courbature. Il y a des vieux aussi? Et ils nous ressemblent. Ils n'ont même pas la tête pointue. Rien, s'émerveilla Angalo. Insolent! Jeta Mémé-Morky. Angalo cessa de sourire. Madame, répliqua-t-il sur un ton glacial, savez-vous bien à qui vous vous adressez? À quelqu'un qui a encore l'âge de se prendre une bonne fessée, dit Mémé-Morky. Si j'étais vraiment comme vous, Frelouquet, je me surveillerais davantage. Des têtes pointues, je vous demande un peu. La bouche d'Angalo s'ouvrit et se referma en silence, puis il déclara. C'est stupéfiant. Enfin, je veux dire, Dorcas disait que même si la vie parvenait à se développer en dehors du grand magasin, elle ne ressemblerait à rien de ce que nous connaissons. Je vous en prie, veuillez me suivre. Tandis qu'Angalo se hâtait vers l'autre bout du nid de camion, ils échangèrent un regard avant de se décider à le suivre. Ils n'avaient guère le choix. Je me souviens du jour où ton père est resté trop longtemps au soleil. Il débitait des fariboles. Exactement comme celui-ci, chuchota Mémé-Morky. Torit sembla arriver à une décision. Ils attendirent poliment de la connaître. Je me dis qu'on devrait manger son rat. Oh, tais-toi! Jeta Mémé par pur réflexe. Bah, c'est moi le chef. T'as pas le droit de t'adresser comme ça au chef, génie Torit. Mais oui, bien sûr que c'est toi le chef, aboya Mémé-Morky. Qui a dit le contraire? J'ai dit le contraire? Non, c'est toi le chef. Ah, fit Torit en reniflant. Et maintenant tu te tais! Masseline alla taper sur l'épaule d'Angalo. Mais où est-ce qu'on est? Angalo s'arrêta devant le mur qui s'élevait à une altitude vertigineuse. Vous ne le savez donc pas? Ben, on se disait, en fait, on espérait seulement que les camions nous conduiraient et qu'ils nous conduiraient dans un endroit agréable à vivre, expliqua Grima. Eh bien, vous ne vous êtes pas trompé, surengorgea Angalo. Il n'y a pas de meilleur endroit au monde. Vous êtes dans le grand magasin.